Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Office Hour dédié aux indépendants. On est aujourd'hui avec Camille et Quentin de Malte et Estelle de Shine. Avant de donner la parole à Camille, je vais vous redonner quelques informations clés pour le bon fonctionnement de cet Office Hour. D'abord, vous pouvez poser vos questions en live dans l'onglet Questions qui est juste en haut à droite de votre écran. Et je vous invite d'ailleurs à utiliser cet onglet plutôt que celui du chat. Enfin, vous avez la possibilité de voter sur les questions qui auront déjà été posées. Ça vous permet de les faire remonter. Et un peu comme tous nos autres Office Hours, celui-là va être disponible en replay juste après l'enregistrement. Et il y aura aussi un petit compte-rendu et la présentation qu'ont préparé Malte et Shine et qui est diffusée en ce moment sur vos écrans. Camille, toi, tu travailles chez Malte. Je te propose de te présenter et de présenter les autres intervenants et de faire une petite introduction sur notre sujet. Merci beaucoup, Marianne. Alors, bonjour et bienvenue à cet Office Hours consacré aux aides et indemnisations pour les freelances, pour faire face évidemment à cette situation inédite. Donc, merci France Digital et Marianne pour l'invitation. Comme vous le savez, l'enjeu prioritaire du moment est évidemment sanitaire, nous protéger ainsi que notre système médical. Cependant, nous savons que beaucoup d'entre vous pensent déjà à l'après, où il faudra relancer notre économie, ce qui nous amène à se pencher sur ce qui peut être fait d'ores et déjà. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Camille Léa, je suis responsable de la communauté de freelance de Malte, la plateforme qui met en relation plus de 180 000 freelances avec plus de 90 000 clients de toute taille et secteurs confondus sur des projets digitaux. Depuis les débuts de Malte, nous mettons tout en œuvre pour améliorer, faciliter et surtout sécuriser la vie des freelances, et cette conviction résonne d'autant plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous rappeler les initiatives que nous avons mis en place pour faire face à cette situation. Tout d'abord, pour s'informer, nous avons mis en ligne un mini-site covid19.malte.fr où vous pourrez retrouver l'ensemble des aides et des ressources disponibles. Donc tout ce qui va être évoqué pendant ce webinaire, vous pouvez le retrouver en détail sur ce site. Aussi, pour lutter contre l'isolement et se former, nous avons ouvert notre programme de peer learning interne à l'ensemble de notre communauté. Donc, si vous, en tant que freelance, vous avez envie aussi de proposer des sujets pour former d'autres freelances, n'hésitez pas à vous rendre sur Malte Academy, donc pour retrouver le programme et aussi effectivement pour participer en tant que speaker. Et évidemment, on a aussi lancé un appel à la solidarité sur Malte, où vous pouvez renseigner le hashtag Ready to Help sur votre profil. On a déjà des beaux projets. On a réussi à mettre en relation des personnes de notre communauté avec des organisations, typiquement la Croix-Rouge. Donc, on espère qu'on va pouvoir continuer. On a déjà plus de 600 personnes qui se sont portées volontaires. Je suis pas venue seule aujourd'hui, donc je suis accompagnée de Quentin de Bavalère, qui est chef des opérations, directeur des opérations chez Malte, et qui vous fera un point sur l'activité de Malte depuis le début du confinement, ainsi qu'un point juridique. Et je suis aussi ravie d'accueillir Estelle Zeliziuski, qui est responsable des contenus éditoriaux chez Shine, la néobanque qui accompagne et protège les entrepreneurs et entrepreneuses. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Shine, c'est une solution déjà utilisée par plus de 50 000 freelances qui vous permet de profiter d'un compte pro 100% en ligne avec une application simple et intuitive pour gérer votre activité, d'un copilote administratif et d'assurance pour évidemment vous protéger votre matériel et votre activité. Donc, Shine a aussi lancé des initiatives pour faire face à la situation. Un site d'information, indépendant-coronavirus.info, et aussi, parce que je crois que c'est animé par Estelle d'ailleurs, avec beaucoup de brio, un groupe pour s'entraider sur Facebook qui s'appelle Community Shine. Donc pendant cette session, je vous invite vraiment à poser vos questions sur le chat. Nous tâcherons d'y répondre en fin de chaque partie avec Estelle et Quentin. Et sachez d'ailleurs qu'un prochain webinaire est déjà calé la semaine prochaine, lundi prochain, avec Shine. Donc, je vous enverrai aussi sur le chat le lien pour accéder à cette prochaine session. Je laisse maintenant la parole à Estelle et je vous souhaite à tout le monde de trouver les réponses à vos questions. Merci Camille. Alors du coup, ce qu'on vous propose là, c'est de faire une rapide présentation où on va revenir sur les principales mesures annoncées par l'État pour aider les indépendants.
Il y en a que vous connaissez déjà sûrement. Certaines ne sont pas encore officiellement, enfin les décrets ou les conditions précises ne sont pas encore officiellement publiées. Donc, on va vous dire les informations qu'on a à date. Donc, aujourd'hui, on est le 25, si je dis pas de bêtises. Et on va essayer de vous donner le plus d'informations possible, mais il faut bien avoir en tête que voilà, il y a encore des choses qui vont bouger dans les jours qui arrivent. Donc, il faut bien se tenir au courant. Et puis, on va essayer de aller assez vite pour laisser un maximum de place à vos questions. Alors, du coup, qu'est-ce qui a été annoncé par l'État pour le moment? D'abord, l'idée était de laisser un peu une espèce de petite marge de manœuvre aux entrepreneurs en les assommant pas tout de suite de cotisations d'impôts. Donc, tout ce qui est cotisation et impôts, vous allez pouvoir bénéficier de délais de paiement, voire de remise dans certains cas. Donc, d'une part, les cotisations sociales à l'URSSAF. Si vous êtes micro-entrepreneur, micro-entrepreneuse, vous avez pu déclarer 0 € de chiffre d'affaires en mars. Si vous avez un autre statut, vous pouvez déclarer une situation exceptionnelle sur votre espace URSSAF et de cette manière-là, ne pas payer de cotisation pour mars. Ça va vous permettre de réétaler, de lisser vos cotisations sur les mois prochains et de vous laisser un peu d'air pour ce mois-ci, voire les mois suivants si la crise se prolonge. Vous pouvez aussi bénéficier de délais ou de remises de paiement de vos impôts directs, donc impôts sur les sociétés, CFE, etc. Non, pardon, la CFE, j'y viens après. Important, ça ne comprend pas la TVA. Ce sont vraiment les impôts directs. Les taxes directes, la TVA, c'est un impôt indirect pour le coup. Et puis, vous pouvez, ça, c'est des solutions qui préexistaient, mais le gouvernement a bien insisté dessus. Vous pouvez aussi moduler votre acompte de prélèvement à la source, qui va vous permettre de payer un impôt sur le revenu qui est plus, qui reflète vos revenus actuels de ce mois-ci, s'ils ont beaucoup baissé. Et puis, si vous payez mensuellement la CFE, vous pouvez annuler votre mensualisation pour la payer en fin d'année et vous laisser un peu le temps de réaccumuler un peu de trésorerie. Il faut savoir que vous avez jusqu'au 22 pour demander, au 22 de chaque mois pour demander l'annulation de la mensualisation. Donc là, il faudra le faire le mois prochain. Et ce sera pris en compte pour le mois suivant. Il y a aussi des aides financières qui ont été mises en place et je viens tout de suite au fonds de solidarité parce que je sais que c'est quelque chose qui soulève beaucoup de questions. Les entrepreneurs sont au taquet pour savoir comment en bénéficier, quelles vont être les conditions, etc. Ce que l'on sait aujourd'hui, et il y a encore eu quelques nouveautés qui ont été annoncées hier sur un dossier de presse publié. Ah oui, hier c'était le 25, aujourd'hui on est le 26. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. L'État a publié un dossier de presse avec des informations qu'on n'avait pas jusqu'ici, donc hier le 25. Et il faut savoir que donc c'est une aide de 1 500 € maximum. Donc je reviendrai sur le maximum ensuite, qui est reconductible mensuellement jusqu'à 3 mois. Cette aide, elle est défiscalisée, c'est-à-dire que vous ne paierez pas d'impôt dessus. Donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Les conditions pour en bénéficier, c'est de faire moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, d'employer moins de 10 salariés et il y a ces fameuses conditions qui soulèvent beaucoup de questions. Soit on va vous demander si vous avez dû fermer administrativement suite au décret publié les 14 et 15 mars. Donc, c'est-à-dire qu'on vous a dit, là, vous ne pouvez plus ouvrir au public. Donc, ça, c'est toutes les institutions culturelles, les restaurants, etc. Ces organisations-là sont concernées directement et peuvent demander cette aide, quelle que soit la baisse de leur chiffre d'affaires. Soit on va vous demander si vous avez perdu plus de 70% de votre chiffre d'affaires. Et là, vous allez aussi pouvoir y prétendre. Et dans ces deux cas-là, l'aide sera la somme, l'aide visera à compléter la somme de chiffre d'affaires qu'il vous manque par rapport au référentiel dans la limite de 1 500 €. Pour revenir rapidement sur les conditions, sans trop m'attarder dessus, on pourra ensuite revenir dessus sur les questions. Pour l'instant, ce qui a été annoncé, c'est que la période de référence donc, sera mars dernier. Donc, vous allez prendre votre chiffre d'affaires de mars 2020, votre chiffre d'affaires de mars 2019, comparer. Et si vous avez perdu plus de 70% de chiffre d'affaires, vous pouvez demander l'aide. Si vous avez créé votre entreprise après mars 2019, là, dans ce cas-là, on va prendre la moyenne de vos chiffres d'affaires depuis ce moment-là et pareil comparé au mois de mars 2020, pardon. Pour qu'il y ait un référentiel, ne seront pas éligibles les personnes qui ont créé leur entreprise après le 1er février 2020.
Voilà. Il y a des règles spécifiques pour les micro-entrepreneurs et micro-entrepreneuses, mais pour l'instant, aucun document du gouvernement ne les confirme. C'est la Fédération nationale des auto-entrepreneurs qui a publié un document sur le sujet. S'il y a des micro-entrepreneurs qui sont intéressés, on pourra revenir dessus ensuite, mais je ne veux pas trop m'attarder parce que c'est un peu complexe, donc voilà, je veux juste que ça serve au plus grand nombre. La déclaration se fera sur votre compte professionnel impôts.gouv à partir du 1er avril et jusqu'au 31 mai 2020. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un compte professionnel impôts.gouv a priori. Donc, si vous n'en avez pas, faites vite la demande. Pourquoi je vous dis de la faire vite? C'est parce que vous allez recevoir un code d'identification pour confirmer votre compte par courrier. Et en ce moment, on sait que les services postaux, c'est pas trop ça. Donc, vraiment, faites-le dès aujourd'hui. Voilà pour le fonds de solidarité. Je vérifie que je n'ai pas oublié d'infos, mais a priori, je suis revenue sur les principales informations que je voulais vous donner. Est-ce qu'on peut faire quand même un tout petit point sur les micro-entrepreneurs? Je sais bien que c'est complexe, mais je pense que dans la communauté de France Digital, il y a pas mal de boîtes qui sont concernées. Ok, pas de souci. Alors, pour l'instant, j'insiste bien là-dessus, rien n'a été confirmé par le gouvernement. Il n'y a pas du tout eu de décret qui confirme ça, qui sont sortis, mais la Fédération nationale des auto-entrepreneurs reste un organisme hyper fiable, très bien informé sur le sujet. Donc, c'est a priori des informations qui sont assez fiables, même si pas confirmées pour le moment. Donc, pour les auto-entrepreneurs, ce sera un peu particulier pour calculer cette fameuse baisse de 70% de votre chiffre d'affaires. En fait, on va regarder les auto-entrepreneurs suivant s'ils déclarent mensuellement leur chiffre d'affaires ou trimestriellement. Si vous déclarez votre chiffre d'affaires mensuellement, on va regarder, alors soit vous avez créé votre entreprise il y a plus d'un an, et dans ce cas-là, on va regarder votre chiffre d'affaires de mars 2019, votre chiffre d'affaires de mars 2020, et on va faire la comparaison, plus ou moins 70%. Si jamais vous avez créé votre entreprise après mars 2019, dans ce cas-là, on regarde la moyenne de vos chiffres d'affaires depuis la création. Ça, pour l'instant, c'est simple. Par contre, il y a des petites subtilités pour les personnes qui déclarent trimestriellement. Là, c'est un peu particulier. D'abord, on ne va plus vous demander d'avoir perdu 70% de chiffre d'affaires, mais 25%. Ça va être le premier critère. En revanche, pour vous verser l'aide, on ne va plus vous verser la différence, on va vous verser un tiers, 33% de la différence. Donc voilà, ça change, c'est plus 70%, c'est 25%. Et au lieu de compenser votre chiffre d'affaires, la différence entre les deux périodes de référence, on va diviser cette somme par 3 et vous verser cette aide. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour calculer si oui ou non vous correspondez à cette baisse de 70%, on va regarder, donc, si vous avez créé votre entreprise avant octobre 2019, ça c'est très important. Si vous l'avez créé après, vous ne serez pas éligible. Et ensuite, alors, si vous avez créé votre entreprise avant le 1er janvier 2019, on va regarder la différence entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Si vous avez créé votre entreprise après, entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 2019, là, on va regarder la différence de chiffre d'affaires entre le premier trimestre 2020, donc janvier, février, mars, et votre chiffre d'affaires moyen depuis la création. Voilà, c'est un peu complexe. Il y a un super schéma qui a été publié par donc, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Si vous voulez, Marianne, on pourra l'ajouter au document. J'espère que j'ai résumé ça de manière claire. Merci beaucoup. Est-ce que Camille, tu veux reprendre un peu les questions qui ont été posées et répondues en live, soit par toi, soit par Quentin? Tout à fait. Super Quentin, merci d'avoir publié le schéma. Alors déjà, sur effectivement, pour les indépendants, oui, quand on parle du chiffre d'affaires de mars 2019, est-ce qu'on parle du chiffre d'affaires facturé ou encaissé en mars 2019? Alors, c'est une super bonne question. Jusqu'ici, ce qui a été dit par le gouvernement lors des différents lives, c'est qu'il prendrait en compte le chiffre d'affaires facturé. Et ça, c'est un vrai non-sens pour les micro-entrepreneurs qui sont habitués à déclarer le chiffre d'affaires encaissé. Donc, ça n'a pas tellement de sens parce que déjà, vous savez peut-être plus exactement ce que vous avez facturé il y a un an. Donc ça, encore une fois, ça peut encore changer parce qu'il n'y a aucun décret qui confirme ça. J'imagine que la Fédération nationale des auto-entrepreneurs est sur le coup parce qu'effectivement, pour les micro-entrepreneurs, ça n'a pas trop de sens. Mais pour l'instant, c'est bien ce qui a été facturé qui fait foi.
Il y a une question de Palumélo. Est-ce que cela fonctionne aussi lorsqu'on est à la maison des artistes et non pas micro-entrepreneur? Alors, cette aide, ce fonds de solidarité, il est pour tout le monde. Il n'est pas du tout réservé aux micro-entrepreneurs. Là, j'ai donné vraiment les conditions très spécifiques avec cette histoire de déclaration mensuelle, déclaration trimestrielle. Mais pour les autres indépendants, il est tout à fait disponible. Et dans ce cas-là, vous allez regarder votre chiffre d'affaires de mars 2019, votre chiffre d'affaires de mars 2020 et ou, si vous avez créé votre entreprise après mars 2019, la moyenne depuis votre date de création de votre chiffre d'affaires. Une autre, je soulève encore un point qui est important et qui, pareil, n'est pas 100% confirmé. En fait, sur le document qui a été publié hier, il est dit que le fonds de solidarité n'est pas compatible avec, enfin, vous ne pouvez pas y prétendre si vous avez eu 2 semaines minimum de congé maladie, enfin d'arrêt maladie en mars 2020. Ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué parce que potentiellement, si vous avez eu le coronavirus ou ce genre de choses, ça peut vous priver d'une aide précieuse. La Fédération nationale des auto-entrepreneurs, la FNAE, je reviens encore à eux, disait que si, ce serait bien compatible à condition que les indemnités pour arrêt de travail ne dépassent pas 800 €. Donc voilà, on a 2 sons de cloche. Pour l'instant, sur le document officiel, en tout cas du gouvernement, c'est à partir de 2 semaines de congé maladie, c'est pas possible de prétendre au fonds de solidarité, mais qui sait, peut-être que ça va changer. En tout cas, a priori, pour l'instant, c'est pas possible. Mais par contre, vous pourrez y prétendre peut-être en avril et mai si elle se prolonge sur ces mois-là. Est-ce que on peut prendre 2 autres questions, Estelle? Ouais, complètement. Oui. Alors, il y a une question d'Emma. Je n'ai pas compris l'histoire des 33%. Ouais. Le fonds ne viendra pas combler la différence entre les moins 70 et le CA moyen. Alors, ça, c'est vraiment réservé aux micro-entrepreneurs qui déclarent leur chiffre d'affaires trimestriellement. Je reprécise. Et en fait, pour vous, on ne va plus vous demander de justifier une baisse de 70% de votre chiffre d'affaires, mais de 25%. Donc, a priori, c'est plutôt à votre avantage puisque vous avez moins besoin que votre chiffre d'affaires ait baissé pour prétendre à cette aide. En revanche, le revers de la médaille, entre guillemets, c'est qu'effectivement, on va prendre cette différence de 25% ou plus et l'aide à laquelle, la différence, on va la diviser par 3 et vous allez avoir 33% de cette compensation, dans la limite de 1 500 €, encore une fois. Et peut-être une dernière question de Florian. Quand nous avons créé notre AE après mars 2019, Ouais. Il faut calculer la moyenne jusqu'à février 2020. C'est ça. Et si tu es en déclaration trimestrielle, c'est la moyenne jusqu'à janvier, jusqu'à la dernière période de déclaration, puisqu'on va prendre le trimestre comme référence. Une dernière info avant de passer à la slide suivante. Sur le fonds de solidarité, il a également été reprécisé qu'il y aura une aide complémentaire financée par les régions de 2 000 €. Donc, pour les personnes qui sont bien éligibles au fonds de solidarité, si ça ne suffit pas, vous pourrez demander auprès de votre région à partir du 15 avril une aide complémentaire voilà, vous devrez justifier que vous n'avez pas pu recevoir de prêt d'une banque, que votre entreprise, que vos problèmes de trésorerie sont vraiment critiques et peuvent faire fermer votre entreprise. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir cette aide de 2 000 €. Voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on pourra les reprendre à la fin, je pense, si on a le temps. Alors, ce fameux fonds de solidarité, il y a plein de gens qui sont un peu déçus parce qu'ils ne pourront pas y être éligibles et c'est bien normal. Du coup, je tenais à insister sur 3 autres aides financières qui sont moins médiatisées mais qui peuvent être tout aussi utiles. Vous avez d'abord l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, qui est destinée aux chômeurs en fin de droit. Et donc, qui est une aide forfaitaire de 16,74 € par jour. Et ça, vous avez juste à faire une demande auprès de Pôle emploi via un formulaire. Vous avez juste à faire, vous devez le faire, et vous pouvez avoir du coup cette aide pour compenser vos revenus si vous n'en avez plus. Il y a aussi une aide qui est l'aide aux cotisants en difficulté. C'est pareil, un formulaire à remplir et à envoyer à l'URSSAF et qui vous permettra d'avoir une aide partielle, une prise en charge partielle ou totale de vos cotisations sociales, qui vous permet donc de ne pas en payer. Ça peut être hyper précieux pour vous laisser un peu une bouffée d'air frais.
Et enfin, l'aide financière exceptionnelle. Ça, c'est une aide, pareil, qui est accessible sur formulaire et où apparemment, vous pourrez envoyer ce formulaire par email. Et donc, les conditions ont été un peu reprécisées dernièrement. Il faut avoir effectué au moins un versement de cotisation et avoir ouvert votre entreprise avant janvier 2020, avant le 1er janvier, et être impacté de manière significative par les mesures de réduction de l'activité. Et donc ça, c'est pareil, c'est une aide qui pourra peut-être vous aider à compenser votre perte de chiffre d'affaires. Vous avez aussi droit à des... Enfin, Camille, je ne sais pas si on a eu des questions, si tu as repéré des... Pour l'aide, oui, s'il y en a une de Dimitri, pour l'aide financière exceptionnelle, à qui faut-il envoyer le mail? Il me semble qu'a priori, c'était à l'URSSAF, mais je ne suis pas à 100% sûre, j'ai pas envie de dire des bêtises. Je vais regarder rapidement après, je te répondrai, Dimitri. Sur les indemnités, vous avez des indemnités de 2 types qui sont intéressantes à connaître sur cette période. D'abord, si vous tombez malade à cause du coronavirus, je ne le souhaite évidemment pas, vous pourrez demander un arrêt de travail prescrit par votre médecin, donc un médecin de l'ARS, les agences de santé régionales, et donc bénéficier des indemnités journalières sans délai de carence. Il faut savoir que si vous êtes une personne à risque ou une femme enceinte au 3e trimestre, et ben vous pouvez demander votre arrêt de travail sans avoir besoin de passer par un médecin. Donc ça, c'est hyper utile à savoir. Ça vous permet de gagner un temps précieux. Si vous devez garder votre enfant parce qu'il n'a plus école, pour les enfants de moins de 16 ans, vous pouvez aussi demander un arrêt de travail et toucher des indemnités sans délai de carence. C'est pareil, vous faites vous-même votre demande d'arrêt de travail si vous êtes indépendant sur déclare.amelia.fr. Si vous avez des salariés, c'est à vous de le faire pour eux. Et dans ces 2 cas, vous aurez des indemnités comprises entre 5,46 € et 56,35 €, qui vont être calculées en fait en fonction de votre revenu annuel moyen. Ces indemnités, je reviens sur la garde d'enfants, c'est un arrêt de 14 jours que vous pouvez d'ailleurs fractionner et partager avec votre conjoint ou votre conjointe et qui est renouvelable. Voilà pour les indemnités. Et donc, je répète, alors, pour la garde d'enfants, on ne sait pas, il y a un petit flou parce qu'il est bien précisé sur les documents qu'on parle d'indemnité maladie, mais les indemnités ne seraient pas cumulables avec le fonds de solidarité. Les arrêts, pardon, excusez-moi, je m'embrouille, les arrêts maladie de plus de 14 jours ne seraient pas cumulables avec le fonds de solidarité. Donc, peut-être si, par exemple, vous voulez demander des indemnités pour garde d'enfants, que c'est pas urgent, attendez d'en savoir plus sur le fonds de solidarité, de savoir si vous allez y être éligible, parce que les indemnités, vous pouvez en bénéficier rétroactivement. Voilà pour les indemnités. Il y a une très bonne question de Baptiste. Ouais. Si on a une indemnité garde d'enfant, est-ce qu'on peut continuer à travailler chez soi, c'est-à-dire facturer sur cette période? Alors, je pense qu'il y a un petit flou à ce niveau-là pour les indépendants parce que si vous êtes salarié, il faut savoir que si vous télétravaillez, vous ne pouvez pas demander ces indemnités. Il faut vraiment être en arrêt. Si vous êtes indépendant, je t'avoue, Baptiste, que je ne sais pas et que je pense que rien ne spécifie, en tout cas pour l'instant dans les textes, que tu ne peux pas facturer pendant cette période-là. Mais en principe, si on cale ça sur la situation des salariés, ça ne devrait pas être compatible télétravail et indemnité, puisque ces indemnités, elles viseraient à compenser le fait que tu ne peux pas travailler quand tu gardes tes enfants. Mais je demanderai à Mélanie de rien dire. Voilà, je te propose de faire comme ça. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que rien pour les indépendants ne spécifie que tu n'as pas le droit de facturer. C'est bientôt fini, on s'accroche. Une dernière aide qui a été annoncée par l'État et sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations, c'est le report des paiements des factures et des baux professionnels, des loyers professionnels. Donc ça, je précise, attention, ça concerne bien toutes vos factures et vos loyers professionnels et non personnels. Si vous travaillez de chez vous, comme c'est le cas de beaucoup,
voilà, il n'y a pas vraiment de règles, de manière de trancher, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'il faut pouvoir le justifier si jamais. Et là, là-dessus, toutes les prises de parole du gouvernement vont dans le même sens. C'est on s'est arrangé avec les fournisseurs d'électricité, de gaz, etc., avec les bailleurs. C'est à vous de vous adresser directement à eux, de leur envoyer un mail et de leur demander une remise en faisant valoir le principe de solidarité. Voilà. Je laisse la parole à Quentin pour la suite de ce live. Est-ce que vous avez des questions avant de passer sur vraiment l'activité des freelances sur Malte? Est-ce que c'est clair sur tout le volet aide et indemnisation? Il y a juste une question à laquelle j'aimerais bien répondre, que je viens de voir. Question de Barbara qui dit « Quid des professionnels de santé libéraux qui sont impactés? Des mesures spécifiques existent-elles? Exemple, kinésithérapeute qui ne peut plus se déplacer chez les gens pour faire de la rééducation. » Alors, c'est une super bonne question et il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation, Barbara, notamment toutes les personnes, les coiffeurs et coiffeuses à domicile, les prothésistes, les masseurs, etc. Effectivement, vous n'êtes pas forcément concerné directement, il me semble, par la fermeture administrative qui vous permettrait de bénéficier du fonds de solidarité sans avoir à prouver une baisse de chiffre d'affaires. Cela dit, lorsque la plateforme sera ouverte, moi, ce que je vous conseille, c'est de quand même faire une demande pour bénéficier de ce fonds en expliquant voilà, la situation qui est que votre travail, vous êtes vraiment au contact du public et à un contact direct puisque vous êtes censé les toucher et que donc le bon sens veut que votre activité aussi, même si vous ne recevez pas de public à proprement parler, que votre activité ferme. Je ne peux pas promettre que l'aide sera accordée, mais voilà, il y aura peut-être des traitements au cas par cas. On ne sait pas encore bien comment ça va fonctionner. En tout cas, ce qui a été dit par le gouvernement, c'est qu'il allait avoir une vérification en amont et en aval de l'accord de l'aide. Donc, j'imagine par des vraies personnes. Et on peut espérer que ces personnes-là pourront, si on leur présente bien tous les éléments et toutes les justifications nécessaires, comprendre la situation et accorder des aides au cas par cas si c'est nécessaire. Mais je ne peux malheureusement pas en dire tellement plus. Je sais que donc pas les professions libérales, mais sur l'aide à la personne, l'aide à domicile. Ce que la ministre du Travail recommandait, c'était de payer quand même les prestataires, type aide à domicile, ménage, etc. Et que les clients seraient remboursés après via le chèque emploi service. Bon, ça ne concerne pas les professions libérales, mais en tout cas pour l'aide à domicile, il me semble que c'était ça. On avance et puis on reviendra sur les questions parce qu'à mon avis, tu auras d'autres questions au fur et à mesure. Ouais. Donc, un très rapide point pour que vous ayez une idée de l'activité économique, de ce que nous, on observe sur Malte. Donc, si tu peux passer à la page. Je peux contrôler, c'est moi qui contrôle. Je peux contrôler. Je peux contrôler, merveilleux. Donc, ce qu'on observe sur Malte, c'est on a quand même un ralentissement de l'activité. C'est pas un arrêt brutal. Donc, c'est quand même assez positif. Ce qu'on observe, en gros, c'est un ralentissement des nouveaux projets. Sur les 10 derniers jours, on a à peu près entre 40 et 50% de baisse sur le nombre de propositions de projets. Mais cette activité n'est pas au point mort, c'est-à-dire qu'on a encore des startups, des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire qui contactent des freelances pour réaliser des projets en ce moment, du coup principalement en télétravail. Donc il n'y a pas un arrêt net. Et sur les missions qui sont en cours, on ne voit pas non plus d'annulation massive de projets en cours. Ça arrive que certains projets qui sont jugés non prioritaires soient mis en stand-by, mais on a aussi le cas de projets qui sont par exemple un peu plus étalés dans le temps. On va réduire le budget de la mission en attendant de savoir combien de temps va durer la crise, en par exemple passant sur un 3/5e au lieu d'une mission à temps plein. Mais globalement, on a un nombre d'annulations de missions qui est à peu près stable par rapport à des missions à des mois normaux. Et donc, c'est pas la panique à bord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu aussi des entreprises qui traitaient différemment les entreprises de conseil et les freelances, et qui privilégiaient le maintien des missions de freelance versus des ESN ou des cabinets de conseil. Parce qu'ils considéraient que les freelances étaient peut-être plus fragiles financièrement et pouvaient moins encaisser une perte d'activité pendant un mois ou deux.
Donc ça c'est assez intéressant, et nous c'est aussi ce qu'on recommande du coup à nos clients. On voit quand même qu'il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus touchés, les agences médias, les agences de com, le tourisme et les compagnies de voyage, ou les compagnies, le secteur de l'aviation par exemple, qui est très fortement touché. D'autres secteurs comme la banque par exemple ou l'énergie sont moins affectés aujourd'hui, tout ce qui est services et utilities. Donc, nous, ce qu'on recommande aux freelances qui sont en mission aujourd'hui chez leurs clients, c'est évidemment, si vous avez des opportunités de projet, il faut les saisir aujourd'hui et pas être trop regardant. Il faut saisir les opportunités de projet, surtout les missions longues. Les entreprises, donc ce que je disais, priorisent déjà le travail à distance, elles se sont assez vite adaptées. Les freelances, par ailleurs, sont souvent assez préparés au télétravail, et donc s'adaptent bien à ces changements. Et les entreprises ont plutôt privilégié de geler d'abord des coûts assez importants. Des coûts avec des grands projets de conseil sur lesquels on va geler pendant quelques semaines ou quelques mois, plutôt que les missions de freelance. Et donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de proposer, si jamais vous avez une discussion avec un client sur un projet à arrêter, suggérez de vous-même plutôt d'étaler le projet, de passer sur du 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, plutôt que de l'arrêter intégralement, pour pouvoir aussi accélérer plus facilement en sortie de crise. Sur le point particulier des interruptions de mission, donc on a eu plusieurs freelances qui nous ont contactés pour savoir est-ce qu'il était possible pour un client d'arrêter la mission de façon unilatérale en prétextant la crise actuelle et le virus. Donc il faut savoir que pour justifier une interruption unilatérale de mission pour force majeure, il y a plusieurs critères qui sont nécessaires et qui sont cumulatifs. Donc pour qu'un client arrête une mission de façon unilatérale, il faut d'abord que la mission soit démarrée avant le 30 janvier. Pourquoi le 30 janvier? C'est la date à laquelle l'OMS a déclaré que l'épidémie de coronavirus était une urgence de santé publique de portée internationale. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut dater le démarrage de la force majeure. Mais il faut également que la situation actuelle empêche l'application du contrat. Ça veut dire, par exemple, vous, en tant que freelance, vous pouvez arrêter votre mission, évidemment, si vous êtes malade ou si vous êtes impacté, ou si vous devez garder vos enfants et que vous n'êtes pas en mesure de remplir vos obligations contractuelles, ou si la mission doit se dérouler, par exemple, obligatoirement dans les locaux du client. À ce moment-là, il y a un empêchement d'appliquer le contrat, et donc le cas de force majeure peut être pris en compte. Maintenant, dans tous les autres cas, généralement, donc c'est la grande majorité des cas, on ne peut pas prendre le coronavirus comme un motif automatique de résiliation unilatérale d'une mission. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une concertation entre le client et le freelance. Les seules exceptions, c'est si jamais dans votre contrat avec le client, vous avez prévu une interruption de mission anticipée pour toute cause. À ce moment-là, le contrat, évidemment, fait foi et vous pouvez arrêter la mission. Le client aussi peut arrêter sa mission. Mais si vous n'avez pas de contrat avec votre client, vous avez juste un devis, vous avez juste un mail, c'est le code civil qui va faire foi. Et ce code civil indique que c'est une concertation qui doit être nécessaire. Donc votre client ne peut pas interrompre unilatéralement la mission. Il doit y avoir une négociation, une discussion avec vous pour, par exemple, l'étaler ou pour laisser une période un délai de prévenance raisonnable. Voilà, ça c'était sur l'activité sur Malte et sur le sujet juridique. Je vais vous partager aussi dans le chat un lien. C'est un document qui a été partagé par le SIGREF et par le Syntec. Donc c'est des associations qui représentent les entreprises du numérique, donc les ESN, mais aussi tous les cabinets de conseil et les freelances. Et c'est un document, c'est un appel en fait à maintenir des principes correct et équitable en ces temps de crise entre les clients et les entreprises du numérique, avec 6 grands principes contractuels qui sont assez intéressants, et donc je vous ai partagé ça dans le chat pour que vous puissiez en prendre connaissance et éventuellement le partager avec vos clients. Est-ce que vous avez des questions concernant du coup tout ce qu'a évoqué Quentin sur effectivement l'activité qu'on retrouve sur Malte, ou vous préférez effectivement qu'on reparte sur des questions liées aux aides et indemnisations?
J'ai l'impression qu'il y avait pas mal de questions, quelques questions complémentaires sur les aides et indemnisations auxquelles Estelle a commencé à répondre par écrit, notamment sur le sujet des présidents, des TNS et des présidents assimilés salariés. Comment ça se passe pour eux? Alors justement, j'étais un peu en train de vérifier en ligne 2 choses. Sur toutes les aides qu'on a mentionnées jusqu'ici, il n'y a pas tellement de différence entre les micro-entrepreneurs, les présidents de SASU, les entrepreneurs individuels, etc. etc. Tout le monde, a priori, peut y prétendre. Il y a juste effectivement des petites conditions qui sont différentes pour les micro-entrepreneurs, comme on l'a vu tout à l'heure sur le fonds de solidarité. Et là, ce que j'étais en train de vérifier, c'est si vous pouvez bénéficier du dispositif de chômage partiel. Le chômage partiel, c'est que les entreprises dont l'activité baisse significativement peuvent mettre leurs salariés au chômage partiel et de cette manière-là, ne pas les licencier et être indemnisés. Je pense que ce n'est pas possible pour les présidents assimilés salariés puisque vous êtes mandataire social de votre entreprise. C'est à reconfirmer, mais les informations que je lisais là jusqu'ici allaient plutôt dans ce sens. Vous ne pouvez pas vous mettre vous-même, je crois, au chômage partiel. Par contre, si vous avez des salariés, c'est une mesure à laquelle vous pouvez avoir recours. Il y a une plateforme spéciale qui a été ouverte pour que vous puissiez faire la demande. J'espère que je réponds correctement à la question. Je vais revenir sur d'autres questions, Estelle, notamment sur le cumul des aides. C'est une question qui vient d'Emma et qui demande si effectivement on peut cumuler les fonds, par exemple des indemnités de garde d'enfants ou de maladie. Ouais, c'est une grosse question et j'ai pas de réponse, en tout cas définitive. A priori, ce serait possible, sauf pour si vous avez eu un arrêt maladie de 2 semaines, de cumuler indemnité et fonds de solidarité. La seule chose qui est dite pour l'instant sur les documents officiels, c'est que vous ne pouvez pas bénéficier du fonds de solidarité si vous avez eu 2 semaines d'arrêt maladie en mars 2020. C'est tout. Donc, a priori, maladie, c'est pas garde d'enfant. Mais bon, c'est un peu ouvert à interprétation. Dans les lives du gouvernement, il a été dit que ce ne serait pas compatible, mais il n'y a aucun document qui confirme ça. Et le troisième son de cloche que je peux vous présenter, c'est celui de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, selon qui ce serait possible de cumuler fonds de solidarité et indemnités pour garde d'enfants ou pour maladie, à condition que ces indemnités ne dépassent pas 800 €. Voilà, je suis désolée, je peux juste vous présenter les différents sons de cloche qui sont sortis ces derniers jours, des différents acteurs impliqués, mais pas tellement vous donner une confirmation ferme et définitive, tout simplement parce qu'il n'y en a pas eu pour l'instant. Donc, on croise les doigts pour que ce soit cumulable. Ce que je vous conseille, si vous voulez prétendre à des indemnités, c'est d'attendre un petit peu, de voir si vous allez être éligible au fonds de solidarité, de faire un peu vos petits calculs pour voir combien vous allez toucher avec les 2 aides. Et puis comme ça, une fois que la plateforme ouvre pour le fonds de solidarité, soit vous pouvez bénéficier des 2 et c'est génial, c'est tout bénef, soit vous pouvez bénéficier que d'un et vous demandez soit le fonds de solidarité, soit les indemnités. Ces indemnités, elles peuvent être rétroactives. Donc, c'est pas grave d'attendre un petit peu pour faire la demande. Voilà. J'ai une question de Melvin sur le report des factures. Oui. Melvin qui dit « J'ai demandé à mon assurance professionnelle de suspendre mes factures, mais malheureusement, ils m'ont dit que cela n'était pas possible. Savez-vous comment je peux faire ?» Ouais, les assurances ne sont pas concernées, a priori, ou en tout cas n'ont pas été mentionnées dans le dispositif de l'État sur ce report de facture. Ça concerne uniquement les loyers et les factures de gaz, électricité et le troisième, je ne sais plus ce que c'est. Mais pas les assurances, malheureusement. Donc, et d'eau, oui, voilà, c'est ça. Important quand même. Et ouais, les assureurs n'ont pas du tout été contactés par l'État dans le cadre de cette mesure. Donc malheureusement, je suis désolée, ton assureur a tout à fait le droit de te dire non. Il y a une question d'Arnaud. Est-ce que les 1 500 € mensuels donc, du fonds de solidarité seront versés à l'entreprise pour compenser la perte de CA ou sur le compte perso de l'indépendant pour compenser la perte de revenus?
C'est une très très bonne question. Ce qui a été précisé jusqu'ici, c'est on va vous demander plusieurs documents, parmi lesquels un RIB, donc des coordonnées bancaires. Mais il n'est pas du tout précisé que ça doit être le RIB de votre compte pro ou votre compte perso. Moi, je vous conseillerais plutôt, a priori quand même, de le faire verser sur votre compte pro. Si vous êtes micro-entrepreneur, c'est quand même un petit peu moins grave, entre guillemets, parce que on sera plus indulgent avec vous. Si vous avez un autre statut, je pense que c'est toujours bien de garder le pro avec le pro, les finances perso avec les finances perso. En n'oubliant pas quand même que comme ce n'est pas fiscalisé, Ouais. voilà, il faut penser que c'est quand même directement in the pocket pour les personnes. Tout à fait, ouais. Et alors, une petite nuance quand même, c'est pas fiscalisé, mais rien n'a été dit sur les cotisations sociales. Effectivement. Très honnêtement, j'aurais plutôt tendance à penser que non, il n'y aura pas de cotisation dessus, mais on ne sait jamais. Il y aura peut-être une petite surprise à la fin, quoi. Il y a une très bonne question de Jérôme que je n'avais pas vu passer. J'ai créé ma SASU en février, donc 2020, et je devais commencer une mission freelance dans une agence qui a finalement suspendu son besoin à cause de la conjoncture. Puis-je prétendre à l'aide, donc le fonds de solidarité, j'imagine. Vous dites que l'aide financière exceptionnelle est réservée aux sociétés créées en 2019 et que l'aide de 1 500 € est attribuable uniquement pour les sociétés créées avant février 2020. Donc, qui de ceux qui effectivement ont créé leurs activités après? Et bah, c'est vrai que pour l'instant, ils sont un peu laissés sur le carreau, malheureusement. Alors, si ton activité, je me rappelle plus exactement ce que c'est, surtout si ton activité, c'est impossible de l'exercer en télétravail, si vraiment c'était censé être quelque chose en contact avec des gens, je pense que tu peux quand même essayer de faire cette demande quand elle ouvrira, en apportant toutes les justifications nécessaires, des copies, des mails d'annulation de tes clients, etc. En disant, bah voilà, moi je devais faire ces missions, mais ça a été annulé parce que je devais être au contact du public, etc. Là, c'est pareil, c'est un peu à l'appréciation des personnes qui regarderont le dossier. Est-ce que le bon sens va faire qu'ils vont prendre des dossiers au cas par cas et les autoriser? Je ne sais pas. Mais en revanche, c'est vrai que les critères sont assez sévères pour les gens qui ont créé leur entreprise en 2020. En tout cas, après le 1er février. On a une question de Emma. Si on est gérant de plusieurs entreprises, on peut demander plusieurs fois le fonds de solidarité ou est-ce que l'aide est versée en fonction de l'indépendant? Eh ben, je ne sais pas répondre à cette question. J'aimerais y croire, mais je ne pense pas qu'ils vont verser plusieurs aides si vous avez plusieurs entreprises. Cela dit, comme la référence, c'est le chiffre d'affaires et non pas votre revenu, il est peut-être possible que vous puissiez la demander. Ça sera je pense, des cas un peu exceptionnels qui se géreront au cas par cas pour le coup. Mais j'avoue que je n'ai pas d'informations précises et confirmées là-dessus. Une autre piste, si on est un peu moins optimiste, serait de penser que comme il y a des questions sur la réception des aides du Fonds de solidarité et les allocations et les indemnisations pour arrêt maladie, je pense que c'est assez intuitu personae et ça risque d'être lié à la personne et non pas aux diverses activités. Oui. Donc, je serais peut-être un peu moins optimiste. Ouais, je pense que oui. Il y a une question de Melvin auquel tu avais un peu répondu, mais je pense qu'effectivement, ça vaut le coup d'insister. Ouais. Sur effectivement la demande de suspension des factures. La question, c'est j'ai un box de stockage professionnel, j'ai le loyer tous les mois. Est-ce que je peux demander la suspension? Oui, complètement. Ça fait partie justement de ces fameux loyers et factures dont tu peux demander le report. Pour ça, il faut tout simplement que tu t'adresses directement à ton bailleur et à tes fournisseurs d'eau, de gaz, d'électricité, mais ça rentre complètement dans le cadre de cette mesure. Je précise que pour l'instant, ce qui a été dit par l'État, c'est que vous pouvez demander à vos fournisseurs, etc. Ils ne sont pas tenus d'accepter. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune mesure qui est prévue s'ils refusent. Mais a priori, ils sont quand même plutôt encouragés par l'État à accepter. Ah. Il y a une question pour toi, Quentin, de Bruno. Comment voyez-vous l'avenir des indépendants ou pour les prestations ESN ?
Alors, sur les prestations ESN, ce qu'on voit en temps de crise, hein, par exemple, quand on regarde la dernière crise financière, les ESN ont été particulièrement touchés pendant l'année 2019, avec des pertes de croissance de 10 à 20%. Par contre, la croissance, la reprise a été plus forte pour elles quand il y a eu un rebond. Donc les sociétés de services, elles ont plutôt tendance à amplifier un peu ces phénomènes de reprise, parce que quand on reprend des projets, on a besoin d'aide externe, c'est long de recruter, et donc on doit s'équiper de prestataires externes. Nous, notre conviction chez Malte, mais après c'est difficile de le dire, on n'était pas là pendant la dernière crise, c'est que a priori, à moyen terme, c'est plutôt une opportunité pour les freelances. Là, pendant 2 ou 3 mois, les entreprises vont serrer les dents, geler les recrutements, il y aura peut-être des plans sociaux. Une fois que l'activité va reprendre, peut-être en juin ou en septembre, les entreprises vont rester assez prudentes et vont peut-être, par exemple, continuer à geler des recrutements et privilégier du coup du freelancing pour relancer des projets, continuer des projets digitaux, avant de voir un peu l'évolution de la situation et de relancer des recrutements à temps plein. Donc, nous, on est convaincus que c'est une opportunité sur le moyen terme, et qu'il va y avoir 2 mois avec un ralentissement et 3 mois avec un ralentissement, et que ça va repartir ensuite. Maintenant, est-ce que ça sera juin, est-ce que ce sera septembre, c'est compliqué de le dire. Je pense que si les freelances, ça repartira avant, probablement un peu avant les ESN, et que quand l'activité reprendra fortement, les ESN et les indépendants vont repartir assez fortement. De manière générale, la tendance de fond depuis quelques années, c'était quand même que progressivement les indépendants prenaient le pas sur les ESN, mais aujourd'hui, les salariés de ESN, c'est 450, 500 000 personnes en France, c'est 20 000 ESN. Les freelances sur ces métiers du numérique, on estime à peu près à 150 000, donc c'est 20-25% des prestataires IT qui sont en freelance versus en ESN, et ça augmente progressivement, mais il y a quand même beaucoup plus de salariés aujourd'hui que de freelance, donc ça ne va pas changer comme ça en quelques mois, mais la tendance de fond va continuer, un peu plus de freelance que de ESN, de façon assez progressive, et je pense personnellement une reprise un peu plus rapide pour les freelances que pour les ESN. Et il y a une autre question pour toi, Quentin, de Camille. Que se passe-t-il pour un gérant d'entreprise s'il annule une mission avec un freelance sans cas de force majeure? Alors, s'il n'y a pas de cas de force majeure et qu'il y a une rupture unilatérale du contrat alors qu'il y avait un contrat ou un accord, ça peut être un tribunal, c'est le juge, le droit des contrats, hein, le droit commercial qui va s'appliquer. Donc, on peut demander un jugement pour rupture brutale des relations commerciales ou rupture d'un contrat. Maintenant, évidemment, c'est une procédure qui peut être longue, qui peut être coûteuse, donc ça n'est pas recommandé. Il vaut mieux privilégier suggérer un étalement du projet ou suggérer une période de préavis de quelques jours à 2 semaines, par exemple, en fonction de la durée de la mission, évidemment, et de l'intensité de la mission. Donc, on a privilégié des solutions à l'amiable avant de recourir à ça. Mais si vraiment c'est un contrat très important, très long, et qui vous met immédiatement en difficulté, ça peut valoir le coup de tenter une action, mais c'est en dernier recours. Je précise aussi qu'il y a un dispositif qui est beaucoup mis en avant par l'État en ce moment et par le gouvernement, c'est le médiateur des entreprises, qui est un médiateur qui est sous l'égide du ministère de l'économie et qui peut vous aider à régler vos litiges avec vos fournisseurs, vos clients. Donc, si vous avez des problèmes de ce type, particulièrement en ce moment où forcément le système est un peu ralenti, etc., vous pouvez saisir le médiateur des entreprises et qu'il essaye de régler votre problème et de se positionner comme un intermédiaire. Estelle, il y a une autre question pour toi de Julien. Actuellement micro-entrepreneur, j'ai effectué une cession de fonds artisanale en novembre 2019, donc en cours d'enregistrement. Ayant changé de domaine d'activité, mais conservant mon activité d'indépendant, du coup, est-ce que je serai éligible au fonds de solidarité? Alors, ça dépend d'autres... Pardon.
d'autres conditions. Déjà, tu dis, j'ai conservé mon activité d'indépendant, mais je n'arrive pas bien à savoir si cette personne est salariée en parallèle ou pas. Et puis en fait, ça va dépendre des conditions. Donc soit tu as dû fermer administrativement parce que tu es concerné par tu fais partie des entreprises qui ne peuvent plus ouvrir au public compte tenu de la crise sanitaire, soit tu as perdu plus de 70% de chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. Dans ce cas-là, tu es éligible, mais en soi, la cession de fonds et je ne sais plus exactement quels sont les éléments mentionnés. Mais voilà, c'est plus ces conditions-là qu'il faut prendre en compte. Mais si tu es, à partir du moment où tu as ton statut d'indépendant ou tu es micro-entrepreneur, oui, tu es éligible au fonds. Sous réserve de respecter les conditions, bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour du coup de toutes les questions. Eh bien, un grand merci à tous les trois et à vous tous qui avez participé à toutes ces questions. Merci pour toutes ces réponses qui ont été hyper précieuses. Je rappelle que le replay va être disponible juste après. Si vous restez connecté, vous pourrez tout revoir immédiatement. Et puis ensuite, ce sera mis sur notre Notion, dont le lien est indiqué dans le chat. Et il y aura cette présentation préparée par Malte et Shine qui va aussi être mise en ligne, ainsi qu'une réponse à toutes les questions qui ont été posées et répondues aujourd'hui en version écrite. Un grand merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.